Bonjour Nada Malou, la Fondation Médecins Sans Frontières. Vous êtes responsable d'un projet que vous développez justement en Centrafrique qui s'appelle Antibiogo. Et ce projet, avant de le développer, je vous propose de le découvrir en images. En RCA, les activités bactériologie d'MSF ont commencé en 2019. On a eu la chance de pouvoir recruter des super techniciens de laboratoire, mais on a, comme dans tous les pays, des difficultés à recruter des microbiologistes. Ici, au niveau du pays, il n'y a que 7 biologistes disponibles au niveau national et la plupart sont concentrés au niveau des centres hospitalo-universitaires et donc pas disponibles pour tous les laboratoires de bactériologie. On n'a pas assez de laboratoires de microbio. Les seuls laboratoires de la microbiologie qui sont en Centrafrique sont logés dans la capitale. Donc, tout le reste de l'arrière-pays est sans laboratoire de microbio. Déjà en SICA, il faut rappeler, on a un laboratoire de la microbiologie qu'on a installé depuis 2019. C'est un outil qui va amener beaucoup de précision, beaucoup d'informations aux praticiens et ça va beaucoup nous aider aussi dans nos discussions de tous les jours. Voilà. D'abord, dans l'interprétation, il y a des règles que nous, en tant que techniciens, ne sommes pas en possession. Normalement, c'est un microbiologiste qui doit interpréter les résultats. Mais avec l'antibiogo, même avec l'absence d'un microbiologiste, on peut déjà interpréter les résultats. Et c'est la V1, 5 routines. Ça va permettre d'améliorer la qualité des tests bactériologiques qu'on fait ici à l'hôpital SICA, puisque les techniciens de laboratoire ne sont pas formés à faire l'interprétation de ces tests. Et grâce à Antibiogo, on va pouvoir apporter cette interprétation et donc les cliniciens vont recevoir un résultat directement utilisable pour traiter les patients. En termes de ratio médecin-patient, nous, en Centrafrique, on a un très bas ratio. Donc, le plus souvent, les patients ils se lancent dans une automédication. Il n'y a pas de réglementation pour la vente des antibiotiques. Ce qui est assez impressionnant quand on regarde les patients qu'on reçoit à l'hôpital SICA, c'est le taux de résistance. Donc on a un nombre très important de bactéries multirésistantes, avec parfois des patients infectés par 2-3 bactéries. À SICA, le plus souvent, on a beaucoup de patients qui sont infectés. On a beaucoup de cas d'infection osseuse, beaucoup de péritonite et de grosses infections des parties molles. Et donc, avoir un bon diagnostic microbiologique, ça va permettre à ce qu'on puisse, dans un bref délai, mettre l'antibiotique qu'il faut. Et donc, du coup, en général, on va raccourcir la durée de moyenne de chez eux, de chez eux à l'hôpital. On va être efficace dans nos prises en charge et généralement diminuer la mortalité. On reçoit l'antibiotique avec beaucoup d'intérêt parce qu'on a régulièrement des discussions sur les antibiotiques à utiliser, les antibiotiques par déduction. Et là, l'antibiotique nous donne tout ça. Et l'objectif, bien sûr, en 2023, c'est de pouvoir donner accès à un plus large nombre de laboratoires non MSF à l'application. On espère qu'en mettant à disposition Antibiogo plus largement dans différents pays, ça permettra de démocratiser l'accès à des laboratoires de bactériologie, surtout au niveau régional et au niveau périphérique, puisqu'aujourd'hui, hélas, la couverture de la population au niveau du diagnostic bactériologique et de la résistance aux antimicrobiens, elle est principalement au niveau des capitales. Et ça, c'est pas seulement en RCA, mais dans la plupart des pays dans lesquels un MSF intervient. Voilà, pour ce projet Antibiogo. Et c'est vrai que c'est toujours bien de voir des images du terrain, de voir à quoi les choses ressemblent concrètement sur le terrain. Et Nada Malou, je vous laisse la parole pour poursuivre ces commentaires et ces explications sur ce projet. Merci beaucoup. D'abord, je vais commencer par remercier nos collègues de la Fondation Fabre de nous avoir donné la possibilité de venir partager notre expérience. Je voulais juste revenir sur du coup la vidéo en RCA. Donc Antibiogo n'a pas été développé en RCA, c'est plutôt la fin du processus de développement, puisque aujourd'hui Antibiogo est un dispositif médical certifié et la RCA fait partie des pays où Antibiogo est aujourd'hui utilisé en routine pour la prise en charge des patients. Donc pour revenir un peu sur l'idée de cet outil et un peu
tout le questionnement qu'on a eu sur l'utilisation des différentes technologies, entre autres l'IA. C'est intéressant d'ailleurs d'écouter la table ronde parce que toutes les questions qui ont été posées, c'est des questions auxquelles on a été confrontés les 7 dernières années au niveau d'MSF et de la Fondation MSF, que ça soit les questions de choix des technologies, donc pas forcément l'IA, donc rester ouvert sur quelle serait la technologie qui répondrait le mieux aux problèmes, parce que je pense que c'était très intéressant ce qui a été dit. Il faut toujours repartir aux problèmes et même si l'IA est pendant les dernières années a été un peu un buzzword avec bien sûr tout ce que ça peut apporter dans le diagnostic, c'est pas toujours la technologie qui va répondre aux besoins identifiés. Donc pour revenir un peu sur la naissance d'Antibiogo et un peu toutes ces questions qu'on s'est posées et un peu nos leçons qu'on veut continuer à partager, mais aussi à utiliser pour développer d'autres tests diagnostiques, je voulais juste faire un point très rapide sur la problématique à laquelle on souhaitait répondre avec l'idée d'Antibiogo, c'était la résistance aux antimicrobiens. Donc aujourd'hui, on sait que la résistance aux antimicrobiens est un enjeu de santé publique majeur. On sait que s'il n'y a pas d'action coordonnée, d'ici 2050, on aura 10 millions de morts par an causées par la résistance aux antimicrobiens. Et ça, c'était avant le Covid. Donc, on pense que cette situation a été exacerbée avec le Covid. À côté de ça, les réponses pour pouvoir lutter contre la résistance aux antimicrobiens, elles sont bien sûr multidisciplinaires et c'est l'une des difficultés. Mais si on parle de la santé humaine, et donc c'est un autre sujet au niveau de Médecins sans frontières, il y a 3 axes principaux. Il y a le fait de former les médecins à utiliser les antibiotiques de façon rationnelle. C'est améliorer l'hygiène et le contrôle des infections. Et enfin, permettre aux cliniciens de pouvoir prescrire des antibiotiques sur la base de tests diagnostiques et donc d'antibiogrammes et ne plus prescrire les antibiotiques en empirique et donc en aveugle. Pour pouvoir avoir accès à ces laboratoires de microbiologie, il faut avoir des ressources humaines. Un chiffre frappant qui a confirmé un peu le constat de Médecins sans frontières ces dernières années, c'est qu'en Afrique subsaharienne, par exemple, si on veut atteindre le ratio microbiologiste-population, on doit attendre 400 ans de formation. Donc, c'est un peu contradictoire avec 2050, 10 millions de morts par an causés par la résistance aux antibiotiques. Et ça, à Médecins sans frontières, on l'a vu dans tous les pays dans lesquels on est intervenu, où on intervient aujourd'hui. Beaucoup de Moyen-Orient, on reçoit des blessés de guerre qui arrivent avec des ostéomyélites, donc avec des bactéries multirésistantes. Par exemple, dans notre projet en Jordanie, on a 50 à 70% des patients sont au moins infectés par une bactérie multirésistante. On le voit aussi au niveau de nos projets pédiatriques, comme au Mali ou au Niger, où beaucoup d'enfants arrivent avec des co-infections, donc palu, malnutrition et co-infections bactériennes avec des bactéries multirésistantes. Mais hélas, pendant des années, comme il n'y avait pas accès à des laboratoires de microbiologie, c'était un peu un blind spot. On était un peu à l'aveugle et donc on ne savait pas quels étaient les taux de résistance. Et donc pendant des années, à Médecins sans frontières, on a mis en place ces laboratoires de microbiologie, d'abord bien sûr pour traiter les patients, mais aussi pour collecter des données, pour documenter et pour dire que nous ne pouvons plus utiliser tel antibiotique en empirique en première ligne, par exemple pour la pédiatrie ou pour les patients qui arrivent sceptiques. Bon, rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails du diagnostic bactériologique, mais quand un médecin suspecte une infection, il va envoyer un échantillon au laboratoire. Cet échantillon va être incubé, on va voir s'il y a une bactérie ou pas. Et s'il y a une bactérie, l'un des tests les plus importants, c'est l'antibiogramme. C'est le test qui permet de lister aux cliniciens la liste des antibiotiques qui peuvent être utilisés et ceux qui ne peuvent pas être utilisés, car la bactérie a développé une résistance envers ces antibiotiques-là. C'est ce qu'on appelle un antibiogramme. La difficulté, c'est que l'antibiogramme est fait par les techniciens de laboratoire, mesuré par les techniciens de laboratoire, mais la dernière interprétation doit être faite par un microbiologiste. Et ces ressources, hélas, ne sont pas disponibles. Un antibiogramme, c'est à peu près ça. C'est des bactéries, on les met en contact avec des disques d'antibiotiques. Donc, les points blancs, c'est les disques imprégnés d'antibiotiques. Et puis, l'antibiotique diffuse. Si la bactérie est sensible, elle ne pousse pas autour du disque, et donc là, la zone d'inhibition est large. Si la bactérie est résistante, alors la présence de l'antibiotique ne la dérange pas, et donc elle peut continuer à pousser.
Et donc, la première étape pour lire un antibiogramme, c'est mesurer ce qu'on appelle ces zones d'inhibition, donc ces diamètres, et les comparer à des valeurs seuil qui sont données par les sociétés savantes, telles que la société européenne ou la société américaine. Et beaucoup pensent que l'interprétation s'arrête là. Donc, on a comparé un diamètre de 22 millimètres, il est inférieur au seuil qui est de 26, donc c'est résistant. Si le diamètre est de 30, supérieur au seuil, et donc c'est sensible. Et on considère que l'interprétation est terminée. Eh bien non, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des milliers de règles d'interprétation qui, elles, font le parallèle entre ce qui se passe in vitro sur la boîte de pétri et ce qui va se passer in vivo dans le corps du patient au moment du traitement. Je donne souvent cet exemple avec cet antibiogramme. On a plusieurs antibiotiques, donc l'amicacine, la gentamicine et la tobramycine, qui font partie de la même famille d'antibiotiques. L'amicacine, on mesure le diamètre, on compare aux valeurs seules, on se dit ça va, c'est sensible. La gentamicine, c'est résistant, et la tobramycine, c'est résistant. Et on rend ce résultat au clinicien. Eh bien, c'est faux, puisque la règle d'interprétation dit que si la tobramycine est résistante, peu importe, sur la boîte, on voit un grand diamètre et que l'amicacine est sensible, nous devons la rendre résistante au clinicien, car la probabilité d'échec thérapeutique est très importante. Et des règles comme ça, il y en a des milliers. L'idée d'Antibiogo, c'était d'une idée plus simple. Ici, on essayait de pallier à cette absence de microbiologiste en développant une application qui, en prenant une photo de l'antibiogramme, peut effectuer cette interprétation. Donc aujourd'hui, Antibiogo existe, c'est une application qui fonctionne offline, pas besoin de connexion Internet, qui est gratuite. Une partie du code informatique va être open source et l'objectif de cette application est d'aider les techniciens de laboratoire à interpréter les antibiogrammes en l'absence de microbiologistes. C'est très simple, on prend une photo. Il y a une première partie qui est de l'image, la reconnaissance d'image, qui va aider le technicien de laboratoire à mesurer les zones d'inhibition. C'est une mesure semi-automatique et c'était très important pour nous de toujours remettre l'utilisateur dans la boucle et de surtout pas enlever la responsabilité du technicien de laboratoire. Donc, il doit valider chaque chose qui est identifiée par l'application. L'intelligence artificielle est seulement utilisée sur cette partie-là pour identifier les noms des antibiotiques. Puisque bien sûr, pour rendre les choses un peu plus compliquées, les fabricants ont des codes différents pour un même antibiotique. Et donc, l'amoxicilline peut se présenter sous 4-5 formes en termes de noms. Et donc, on a entraîné le modèle sur différentes marques d'antibiotiques afin de suggérer le bon nom au technicien de laboratoire qui, lui, reste quand même responsable de valider ce nom et cette mesure. Ensuite, toutes ces informations sont envoyées à un système expert. C'est le cœur de cette application. Ce système expert contient des milliers de règles d'interprétation, que ce soit celles de la Société européenne ou américaine de microbiologie. Et avec l'input qu'on lui donne, ce système expert va appliquer ces règles-là et rendre un résultat interprété comme si un microbiologiste l'avait fait. On peut donc rendre un résultat de qualité aux cliniciens. On a bien sûr fait en sorte de développer un format de résultat pour le clinicien qui soit compréhensible. Et c'est très important de dire, Antibiogo, comme premier utilisateur, c'est le technicien de laboratoire, mais l'output final d'Antibiogo, c'est quand même un résultat pour une prescription, pour le clinicien. Donc, c'était très important aussi d'inclure toujours le clinicien dans toutes les étapes de design, mais aussi de développement de l'application pour être sûr que le résultat final va être utilisé de la bonne façon par les médecins. C'est quand même l'objectif. Donc, Antibiogo est un test diagnostique, mais comme on voulait aussi construire la capacité des techniciens de laboratoire pendant l'utilisation d'Antibiogo, donc nous ne voulions pas avoir des techniciens de laboratoire aveugles et croyant tout de suite et ne questionnons pas l'application. On a aussi fait en sorte de développer des outils de formation. Donc, certaines règles d'interprétation peuvent être montrées à l'utilisateur. Comme ça, l'utilisateur peut comprendre pourquoi c'est passé de sensible à résistant, quelle règle a été appliquée. Et puis, comme nous voulons aussi faire en sorte d'améliorer la qualité des données, d'abord bien sûr pour les patients, mais ensuite pour la surveillance, nous avons développé aussi des fonctionnalités de surveillance qui permettent de partager ces données-là directement à des outils comme le WhoNet, qui est l'outil de collecte des données de l'OMS et du Global Antimicrobial Surveillance System de l'OMS.
Nous avons très très vite compris que Antibiogo n'était pas juste une appli, mais que c'était un dispositif médical. Donc c'était très intéressant et j'aurais beaucoup de questions pour les gens qui intervenaient pendant la table ronde sur la rétinopathie, sur la question de la réglementation, puisque très vite on s'est rendu compte qu'à partir du moment où l'application donnait un résultat qui avait un impact sur une décision médicale, c'était un dispositif médical. De ce fait, il devait être pensé, développé, testé et aussi implémenté selon les normes mises en place par la Commission européenne par rapport aux dispositifs médicaux. Donc, parmi ces normes-là, c'est beaucoup de contraintes sur les évaluations cliniques. Donc, on a fait des évaluations cliniques. Là aussi, en lien avec la discussion pendant la table ronde, toutes les études sont passées par des IRB nationaux en collaboration avec les pays et avec l'accord des pays, que ce soit sur la collecte des photos ou sur les études elles-mêmes. Et donc au Mali, c'était un site pédiatrique MSF. En Jordanie, c'est plutôt un hôpital où on reçoit des blessés de guerre, donc avec des résistances très importantes et des ostéomyélites. Et enfin, au Sénégal, c'est en collaboration avec l'Institut Pasteur Dakar, où là, c'est plus un laboratoire de ville. Donc, les antibiogrammes étaient lus en routine pour la prise en charge des patients. Et puis, il y avait un autre technicien de laboratoire qui prenait l'antibiogramme, qui le lisait avec Antibiogo. On ne montrait pas les résultats, bien sûr, au technicien de laboratoire pour ne pas biaiser la routine. Et ces photos, plus ces mesures de diamètre et ces interprétations, arrivaient sur notre serveur. On prenait les photos, on prenait tous les résultats de mesure des diamètres, la liste des antibiotiques testés, et c'était envoyé à 2 microbiologistes complètement extérieurs à MSF qui n'ont jamais travaillé pour MSF et qui faisaient leurs propres interprétations sur la base des photos et des informations sur les diamètres. Ensuite, on a comparé la concordance entre l'interprétation faite par Antibiogo et l'interprétation faite par nos 2 gold standards microbiologistes. On a obtenu 90% de concordance. Et sur les 10% de concordance, c'est intéressant de voir, quand on a fait une 3e lecture, les 10% de concordance, la majorité de ces discordances-là étaient plutôt liées aux microbiologistes qu'à l'application. Donc, on a réussi à finaliser notre dossier réglementaire de marquage européen. Et depuis le mai de l'année dernière, on a eu le marquage CE qui nous permettait de considérer que l'application a été développée, testée de façon à assurer qu'elle donne un résultat fiable aux patients. Donc la première fois dans l'histoire d'MSF, MSF et la fondation MSF deviennent fabricants légal d'un test diagnostique. Aujourd'hui, on a fait du chemin puisqu'Antibiogo est utilisé en routine pour la prise en charge des patients dans 6 pays: Yémen, la Jordanie, le Mali, la RCA, la RDC, et nous sommes en train de mettre ça en place à Gaza. Et puis depuis septembre 2023, nous collaborons avec le ministère de la Santé et avec l'objectif d'équiper tous les ministères, tous les laboratoires du ministère de la Santé au niveau national avec Antibiogo d'ici fin décembre 2023. Quand on a fait une analyse, et ça c'est une obligation aussi réglementaire, des performances d'Antibiogo en conditions d'utilisation en routine, on s'est rendu compte que 45% des antibiogrammes étaient corrigés avec Antibiogo, ce qui n'était pas le cas forcément quand les techniciens de laboratoire n'avaient pas accès à cet outil. Et toute la question sur l'intelligence artificielle, nous, on se l'est beaucoup posé sur principalement l'aspect réglementaire. On pouvait développer un algorithme pour interpréter directement les antibiogrammes. Nous avons décidé de ne pas le faire. Nous avons considéré que le système expert, qui est quand même une technologie assez vieille mais assez robuste, avec laquelle on a quand même pas mal de recul, pouvait répondre à ce besoin d'interprétation. On a utilisé l'IA plutôt sur la question donc de la reconnaissance des noms des antibiotiques et sur la mesure des diamètres, puisque c'est quelque chose qui facilite l'adoption. On s'est rendu compte avec les techniciens de laboratoire, si on leur demandait de rentrer tout manuellement les mesures, de faire les mesures eux-mêmes, rentrer les noms eux-mêmes, et ensuite juste
la partie système expert qui fait l'interprétation, c'était pas quelque chose qui aidait les utilisateurs à adopter plus facilement cet outil. Par contre, en offrant la possibilité de faire une mesure plus rapide, pas meilleure, puisque c'est de la mesure semi-automatique, mais plus rapide et en fin de compte plus ludique, les techniciens de laboratoire accrochaient beaucoup plus et allaient au bout de leur utilisation d'antibiogo et donc à travers le système expert. Très vite, donc pour les bases les bases de données que nous avons utilisées, c'est des données qui proviennent des pays dans lesquels Antibiogo est utilisé. C'était aussi important pour nous, que ce soit en Jordanie, au Mali et au Sénégal, mais aussi on a pris quelques photos pour le proof of concept en France. La question éthique est très importante avec beaucoup de comités d'éthique des pays me disaient oui mais Nada, on a besoin du consentement du patient. Et toute la discussion était sur est-ce que une bactérie appartient à un patient, puisque un antibiogramme est une donnée anonymisée par nature. Il n'y a aucune information sur le patient. Il y a une liste d'antibiotiques, il y a des bactéries avec des allures différentes, mais il n'y a rien d'autre. Et c'est une question qui reste en suspens. Aujourd'hui, quand on continue à faire des études, on continue à soumettre au comité d'éthique. Certains pays donnent des exemptions, puisque considérant qu'une bactérie n'est pas quelque chose qu'on peut lier directement à un patient, d'autres pays restent encore très accrochés à la question du consentement éclairé, même sur des bactéries. Et l'expérience en Jordanie, par exemple, a montré qu'en posant la question aux patients, est-ce que vous êtes d'accord si on prend une photo de votre bactérie, en fait, ça suscitait beaucoup de suspicions. Le fait qu'on pose la question, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on posait une question aussi simple. Le plus important pour lui, c'est d'avoir la liste des antibiotiques qu'il peut utiliser pour son traitement. Ce qu'on fait des bactéries ou à quoi elles ressemblent, et il ne considérait pas que c'était pertinent de demander son consentement. Sur donc l'entraînement du modèle, on a eu de très très bonnes performances. Néanmoins, on s'est rendu compte que plus forcément on rajoutait des photos de sites différents, les performances restaient bonnes, mais elles étaient variables. Et ça fait un lien aussi avec ce qui a été présenté pendant la table ronde. C'est tout à fait vrai. Des photos prises à l'hôpital Mandor à Paris, vous avez de fortes chances d'avoir un modèle avec des performances qui approchent les 100%. Mais par contre, le plus important, c'est les photos en conditions réelles avec des utilisateurs qui ne sont pas des photographes et qui n'utilisent pas des appareils à photo extrêmement sophistiqués. Puisqu'avec Antibiogo, on demande la prise de photo avec un simple smartphone, avec un 10 mégapixels, ce qui est le minimum aujourd'hui en termes de smartphone et d'appareils à photo. Aujourd'hui, nous travaillons aussi sur la question du Prototypical Federated Machine Learning. Comme il y a toutes ces difficultés au partage des données entre les pays pour pouvoir avoir des bases de données robustes, nous avons, en collaboration avec l'École polytechnique de Lausanne, développé un modèle qui permet sans connexion Internet, à chaque téléphone d'apprendre localement. Et donc, s'il y a un antibiotique qui n'est pas détecté par le modèle initial, l'utilisateur peut rentrer manuellement le nom de cet antibiotique. La prochaine fois que l'appli rencontrera cet antibiotique, le technicien de laboratoire n'aura pas à le rentrer puisque le modèle aura appris par lui-même avec l'aide de l'utilisateur. Donc, ça permet aussi de remettre l'utilisateur dans la boucle de cet apprentissage. Et puis, il y a la possibilité, une fois que les différents téléphones en local ont appris, il y a la possibilité, une fois qu'on met la connexion Internet on, que cet apprentissage soit envoyé à un niveau central, qu'il soit validé et puis ensuite qu'il soit dispatché en retour vers tous les autres téléphones. Là, c'est un gros problème réglementaire puisqu'il n'y a rien. Il y a un flou au moment d'envoyer l'amélioration donc du modèle et non pas les données au niveau central. Que se passe-t-il? Qui valide? Comment on fait la validation? Et est-ce que pour un dispositif médical donc qui n'a pas le droit de changer normalement, à moins de repasser par des évaluations cliniques réglementaires, est-ce que nous pouvons renvoyer un modèle amélioré? Est-ce que c'est éthique de priver
les utilisateurs d'une amélioration de la qualité du modèle sous prétexte d'une absence de réglementation. Aujourd'hui, on en est là. Nous, on essaye de documenter tout ça pour pouvoir aussi argumenter auprès de la Commission européenne au niveau de la réglementation sur les dispositifs médicaux, mais ça reste néanmoins un flou. Ce qui vraiment rend la question de quand est-ce qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle très importante. Aujourd'hui, en tant que fabricant légal de tests diagnostiques, si l'utilisation de l'intelligence artificielle retarde la mise sur le marché et donc la possibilité de traiter les patients et d'agir plus vite, la question se pose. Est-ce que vraiment nous devrions aller pour cette technologie et est-ce que l'added value de cette technologie est assez importante pour qu'on prenne le risque de retard, mais aussi d'un flou réglementaire qui est en train de se construire petit à petit, mais qui change tous les jours et donc avec des contraintes qui sont imposées aux fabricants légaux tous les jours, des contraintes nouvelles. Là, c'était juste un dernier exemple d'un algorithme que nous avons développé sur l'identification des mécanismes de résistance. Le modèle était bon, mais on s'est rendu compte que en faisant ça, le technicien de laboratoire, on lui posait pas la question de est-ce que vous êtes d'accord que vous voyez ce type de résistance, ce type de synergie, donc les deux photos qui sont montrées à droite de l'écran. Et donc, on a décidé de ne pas intégrer ce modèle-là à l'application pour éviter d'enlever la responsabilité de l'utilisateur, mais plutôt développer un design qui puisse accompagner l'utilisateur dans la détection et la reconnaissance de ces mécanismes de résistance. Donc, je finirai avec nos leçons un peu apprises au niveau d'AMSF et de la Fondation AMSF, des leçons que nous essayons aussi d'appliquer pour d'autres tests diagnostiques que nous sommes en train de développer, comme par exemple un algorithme pour la détection du cancer du col. La première question qu'on s'était posée, c'était est-ce que vraiment l'intelligence artificielle va faire la différence au niveau de l'interprétation? On s'est rendu compte par rapport au flou réglementaire et la complexité qu'un système expert était beaucoup plus robuste sur cette partie d'interprétation. Lorsque l'utilisateur est enlevé de la boucle et qu'il perd la responsabilité, nous considérons que ce n'est pas la meilleure façon d'avoir des utilisateurs responsables avec des outils qui utilisent ce type de technologie. Ensuite, la question réglementaire, est-ce que l'added value de la technologie est beaucoup plus important et en vaut la peine pour prendre un risque réglementaire de complexité, mais aussi de flou assez important en ce moment. Et enfin, quand on a regardé la variabilité donc des antibiogrammes et surtout la qualité des antibiogrammes des différents sites et l'impact sur les performances du modèle, ça a confirmé notre décision de ne pas utiliser l'IA pour l'interprétation. Enfin, je finirai par dire, nous, on est très contents que la réglementation européenne et aussi la FDA de mettre beaucoup de contraintes sur les dispositifs médicaux et sur l'utilisation de l'IA, parce que on veut que les patients puissent être traités avec des outils de qualité. Et des outils de qualité, ça veut dire des outils développés et testés selon des normes. Mais toute la question aujourd'hui, et c'est en lien aussi avec la question du business model, pour les pays à ressources limitées, qui peuvent être ces legal manufacturers? Comment pouvons-nous assurer que ces outils, ces algorithmes peuvent être disponibles, mais à prix raisonnable pour les pays à ressources limitées? Et nous, notre expérience, c'est que pour Antibiogo, aujourd'hui, c'est la seule application qui est un dispositif médical qui est gratuite. Et on est approché par des entreprises car ils sont intéressés par acheter ou collaborer en tout cas pour récupérer Antibiogo. Mais le plus gros risque pour Médecins sans frontières et la Fondation MSF, c'est que cet outil ne soit plus disponible aussi facilement pour les pays à ressources limitées. Donc ici, moi, je pose la question sur l'IA va continuer à faire des révolutions, la réglementation va continuer à être de plus en plus contraignante, ce qui est une bonne chose pour les patients, un peu moins pour la rapidité de mise sur le marché. Mais comment pouvons-nous nous assurer
que ces tests-là finissent entre les mains des populations à coût raisonnable s'il n'y a pas de fabricants légaux qui veulent prendre ce risque, risque financier, risque réglementaire que Médecins sans frontières avec la Fondation MSF sont en train de prendre aujourd'hui. Merci beaucoup, Nada Malouk. On va applaudir pour cette explication sur ce projet, cette description du projet Antibiogo. Et à présent, pour clore cette matinée, comme chaque année, l'un des temps forts de cette conférence de l'Observatoire d'AI Santé dans les pays du Sud, c'est la remise des prix aux lauréats 2023.